Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ce 4e rendez-vous de la stratégie où j'ai le plaisir d'accueillir Regina et Alexandre qui vont nous parler site internet, référencement, que des choses d'actualité, comment choisir son webmaster, quelles questions lui poser, comment améliorer son propre site. Ils vont répondre à tout ça. On vous écoute. Bonjour Regina et Alexandre. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous voyez notre écran? Oui, tout à fait. Il ne reste plus qu'à le mettre en mode diaporama et c'est parti. Alors, hop, s'il vous plaît, pardon. Ouais, j'ai un accès rapide. Non, hop, si ça va bien. Rapide. Oh. Ah. Vous nous le partagerez à la fin ou pas? Oui. Oui, oui. Merci. Voilà. Il y a même pas mal d'informations sur la presse sur lesquelles on va passer vite, mais qui vous permettront après de revoir ou de creuser. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le but du webinaire du jour, ce sera surtout de vous donner des clés qui vont sûrement vous paraître très généraux pour avoir un site qui soit optimisé et performant. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas parler code, on ne va pas parler de choses très techniques, mais on va surtout parler des indispensables, donc les points sur lesquels se concentrer, se focuser, j'allais dire, qui sont les points d'attention principaux sur lesquels votre site, du coup, doit répondre à cette petite checklist. Donc, avant toute chose, donc si vous le voulez bien, on va quand même se présenter. Alors, moi, je suis Regina et voici Alexandre. On est les fondateurs de l'agence Depuis Que. Donc, l'agence Depuis Que, c'est une agence de communication digitale qui s'est spécialisée sur la construction de stratégies de communication digitale qu'on va appeler 360. En gros, notre cœur de métier, c'est donc déjà de construire, de créer, de voir la refonte de votre site internet afin de pouvoir construire autour une stratégie de communication digitale qui soit efficace. Donc, qui va s'articuler autour d'éléments de communication web, digitaux, ou alors offline. Donc, tout ce qui va porter sur le papier qui sera forcément hors web. Donc, en termes de parcours, donc moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, quasiment 10 ans même, en tant que chef de projet web, directrice de projet web pour de nombreuses agences et chez l'annonceur. Et Alexandre, je te laisse te présenter ton parcours. Oui, bah, moi, je suis responsable, je suis directeur d'un département de marketing digital dans une entreprise qui fait la formation à distance en B2B. Pour des grandes entreprises. Et au préalable, j'ai travaillé en médias dans le secteur du charity business ou de la radio. Donc, je suis arrivé au web en venant de la communication et on s'appuie sur un réseau de freelance qui cumulent, qui permettent d'adresser l'ensemble des métiers différents qu'il faut pouvoir articuler pour développer un projet web. Voilà, donc c'est sur cette base-là qu'on va vous présenter un petit peu effectivement cette checklist qui est pas, c'est pas en cochant les cases de cette checklist que vous aurez forcément un site performant, mais si vous cochez pas ces cases-là, vous serez assez sûr qu'il soit pas performant. Voilà, donc c'est les must-have. Alors, en petit sommaire, donc tout d'abord, on va déjà revenir aux bases en passant par une petite introduction, parce qu'on ne peut pas parler du web, du coup, forcément, sans rappeler quelques bases. On va passer ensuite en revue les bonnes pratiques. Donc, vraiment, là, c'est juste un passage en revue rapide des bonnes pratiques qui se font et qui sont bonnes, du coup, à appliquer pour son site web et sa présence en ligne. On va aussi parler d'ergonomie UX, de structure de l'information de votre site. Donc ça aussi, c'est un point qui est utile et sur lequel il faut faire attention, bien évidemment. On va voir aussi rapidement le SEO, notamment le référencement, et quelques petites astuces, quelques petits points qui sont importants, sur lesquels il faut aussi bien évidemment se pencher quand on pense à créer son site ou voire à revoir son site. On va parler aussi optimisation des médias. Ça aussi, c'est un point important qu'il faut voir. Certificat SSL et notamment le HTTPS.
Ce sera à votre tour de poser vos questions. On essaiera d'y répondre du coup dans le temps imparti. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, bien évidemment, donc vous avez la présentation avec nos contacts et Céline qui seront là pour vous transmettre nos informations si vous avez besoin d'aller plus loin. Alors là, vous noterez qu'on se concentre sur ce qui constitue le site. On n'avait pas prévu de parler spécialement de comment développer le trafic de son site à partir de là, mais on va essayer de faire des petites incises pour pour décrire un petit peu les impacts que ça peut avoir et ce que peut permettre ce que vous faites sur le site, ce que ça peut permettre pour attirer différemment des visiteurs en plus grand nombre ou de meilleure qualité. En introduction, donc on sait que le web et pas les web, ce sera corrigé, donc est devenu accessible à tous. Chaque individu du coup peut accéder au contenu, peut être producteur de contenu. Le simple fait de publier une image, de faire vivre finalement sa page personnelle Facebook, Instagram ou autre, fait que vous êtes producteur de vos contenus. Donc, bien évidemment, les réseaux sociaux et forcément la notion de connexion, finalement, avec les smartphones, ont accentué cette situation. Et aujourd'hui, le responsive design, donc par responsive design, ce qu'on entend, c'est le fait de pouvoir avoir un site qui est accessible sur tous les supports. Donc, ça va être l'ordinateur, bien évidemment, la tablette, le téléphone. Donc est devenu incontournable. Aujourd'hui, un site qui n'est pas accessible sur un smartphone, c'est un site qui va perdre en audience. Donc, bien évidemment, le responsive design est un point très important. La veille, finalement, est aussi devenue indispensable, donc afin de se maintenir à niveau, parce qu'on sait que les normes du web et que les tendances du web évoluent aussi très rapidement. Maintenir son site à niveau est aussi un incontournable. Parce qu'un site qui ne sera pas maintenu, c'est un site qui va très vite se dégrader, c'est un site qui ne va plus répondre aux normes du web, et c'est un site aussi qui va se perdre aussi sur la toile du web, donc qui ne sera plus visible, qui ne va plus vous servir finalement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est important de mettre en place les bonnes pratiques qui vont bien. C'est important aussi de maintenir forcément du coup son site et sa présence en ligne. Donc là, du coup, on va voir quelques règles et bonnes pratiques pour la création, voire la refonte de votre site et comment aussi un cahier des charges peut vous aider à optimiser votre demande, votre site internet, votre besoin de création, de refonte de site. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, Alexandre? Ok, parfait. Peut-être que tu veux prendre la main. Alors là, on a résumé un petit peu, il y a beaucoup de textes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour vous permettre de vous y retrouver tout à l'heure. On a simplement résumé un petit peu les types de bonnes pratiques sur lesquelles on va rentrer. Il y a celles qui sont de l'ordre de la structure de l'information. Ça, c'est important pour le SEO notamment et l'UX, puisque une information bien structurée, ça donne une information claire pour les visiteurs, mais aussi pour les moteurs. Donc, ça permet d'avoir plus de visites et de rendre service aux visiteurs. L'UX et l'ergonomie du site en transition, c'est donc de l'attention portée aux logiques de navigation. Ça consiste en gros à se mettre à la place des différents types de publics qui vont naviguer sur votre site et à faire en sorte que les parcours principaux qu'ils pourront emprunter sur votre site soient fluides. Voilà. Et si c'est un site one page, c'est-à-dire qui s'étend sur une page, il y a aussi quand même toutes ces notions parce qu'il faut que l'œil puisse repérer les endroits importants, les endroits qui le sont moins. Qu'est-ce qu'on attend du visiteur en termes de transformation, en termes de promesses, etc. Ensuite, cahier des charges du site, ça c'est si vous voulez créer un site ou faire une refonte profonde, évidemment. Donc, c'est des principes pour la création d'un cahier des charges. Néanmoins, on peut imaginer, ça ne s'appellera pas un cahier des charges, ça s'appellera une stratégie, un certain nombre de principes aussi pour développer les visites du site. Voilà. Et tout ce qui concerne enfin les noms de domaine et les certificats SSL, c'est-à-dire un certain nombre
d'éléments qui, avec la sécurité, l'hébergement, sont des fondamentaux pour qu'un site se comporte bien. Question, je peux? Oui. Le certificat SSL, c'est valable uniquement pour les sites marchands, mais quand on est sur des sites vitrines, c'est nécessaire? On t'entend pas, Régina. Ok. Alors, ça reste, quel que soit votre besoin, en fait, c'est un incontournable. Il faut savoir que Google, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est Alex qui va me rattraper là-dessus, d'ici cet été, commencera à pénaliser ou à mieux référencer les sites qui ne sont pas sécurisés, donc qui répondent au protocole HTTPS. C'est à ça que va vous servir le certificat SSL. Alors, sur votre site vitrine, généralement, vous avez un formulaire de contact. Donc, qui dit formulaire de contact dit forcément utilisation, enfin, on laisse des traces de nos données. Vos utilisateurs, du coup, ont besoin de savoir que le site sur lequel ils vont laisser leurs données est sécurisé. Donc, même si vous n'êtes pas un site marchand, il vaut mieux, et c'est même un impératif, il vaut mieux avoir un certificat SSL et donc passer votre site au protocole HTTPS. Ça peut paraître un peu barbare dit comme ça, mais on a quand même dédié un chapitre là-dessus. Non, ça va, vendredi 15h, tout va bien. C'est parfait. C'est parfait. J'ai été vérifiée quand même sur le mien. J'avais un doute tout à coup. Peut-être que toi, Alexandre, en termes de date, on est bon? Ok, d'accord. Alors du coup, on va s'attaquer au gros chapitre de cette présentation qui va être l'ergonomie, l'UX, la structure de l'information. Alors, bien évidemment que votre site soit un site vitrine, un site marchand ou e-commerce, en fait, on dit plutôt e-commerce, la navigation sur votre site doit être facile, elle doit être logique et elle doit répondre quand même aux attentes de vos visiteurs. Alors, il est très important de penser à vos visiteurs, voire de se mettre à la place de vos visiteurs, parce qu'en fait, vous avez quelque chose, en fait, votre site doit servir à quelque chose. Si c'est un site vitrine, il doit permettre de présenter de façon efficace votre activité, voire à diriger de façon intelligente vos visiteurs vers le formulaire de contact, parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est capter l'attention de vos visiteurs. Si vous êtes un site marchand, bien évidemment, l'objectif principal numéro 1, ce sera de vendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'information de votre site soit très bien hiérarchisée, que votre site soit très bien structuré et doit répondre, plus ou moins, même très certainement, à plusieurs prérequis. Donc, il faut garder en tête, quand on structure l'information de son site, le fait qu'il doit répondre à 2 critères principaux. Il doit être utile, donc votre site doit servir à quelque chose, et efficace. Par utile, c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot-là. Donc, un site qui doit être utile doit servir votre marque, votre entreprise, doit vous représenter. Il doit permettre aussi l'accès à vos services de façon simple et efficace. Il doit permettre à vos visiteurs, comme dit un petit peu plus tôt, de pouvoir acheter vos produits de façon simple et efficace. Donc, en termes de recommandations, nous, ce qu'on préconise généralement, c'est d'être simple. Il faut vraiment que vous soyez simple. Et typiquement, quand on pense à un site, tout de suite, on pense au design. Donc, en termes de design, si vous avez déjà une identité graphique, donc une charte graphique qui vous définit, utilisez les couleurs principales de votre identité graphique. Si votre logo est composé de 2 ou 3 couleurs, typiquement le rouge, le blanc ou le noir, jouez sur ces 3 couleurs-là et n'essayez pas d'en mettre trop. Parce que plus vous en mettez et plus vous allez perdre aussi vos visiteurs. Les couleurs ont un sens, les couleurs forcément jouent sur le fait que vous allez réussir ou non à capter vos visiteurs. Choisissez aussi un jeu de police de caractères qui ne soit pas nombreux. Par exemple, on préconise d'avoir deux jeux de caractères, 2 polices de caractères, voire 3. Donc, pourquoi 2 ou 3? Parce que généralement, vous allez avoir une typo, donc une police de caractères qui sera celle de votre logo, donc qui va définir votre identité, qui est propre à votre identité. La seconde sera celle que vous utiliserez pour les textes de votre site. Et la troisième, ce sera celle plutôt dédiée aux vieux navigateurs qui, eux, ne pourront pas en fait afficher correctement votre police de caractères.
Tu voulais dire un truc? Non, voilà, la simplicité, ça se décline aussi sur le contenu, c'est-à-dire à moins d'être sur un site one page, mais c'est une page, une idée, une page, une idée. Il ne faut pas chercher à mettre tout, mais il faut faut que les choses soient mises en valeur clairement, donc ne pas remplir trop les pages également, mettre des respirations. Plus vous mettez de respiration, plus le peu de texte que vous mettez au milieu est important et bien mis en valeur. Il faut pas partir du principe que les gens lisent tout, parce que sinon vous risquez d'aller au devant de grosses déceptions. Donc il faut que quand il y a une page avec pas mal de contenu, il faut qu'en lisant simplement les titres et éventuellement les passages en gras, en diagonale, on comprenne de quoi il s'agit. Et c'est la lecture détaillée après qui donnera l'ensemble. Mais donc, faut que le site permette, ça c'est un bon test en fait en termes de contenu. Est-ce que si je me force à regarder la page en 10 secondes, en regardant, ou 15 secondes, en regardant juste les titres, est-ce que je comprends de quoi on parle? Est-ce qu'il y a le qui, le quoi, le où, le quand, le comment pour chaque page, avec une idée dans chaque page. Sur les home pages ou les one page, évidemment, on va avoir plutôt une logique d'une idée par bloc plutôt qu'une idée par page. Voilà, mais il faut que chaque fois les blocs ou les pages puissent répondre aux éléments de contexte. Il faut se poser la question du contexte à chaque fois, ce qui n'est pas facile quand on crée soi-même le site, parce qu'il faut sortir le nez du guidon et voir un petit peu ce qui se fait. Quelque chose d'assez simple, hein, c'est de regarder selon votre secteur aussi comment sont faits les autres sites courants ou de référence. Voilà, il y a quand vous, tout dépend le ton va dépendre aussi de ce que vous mettez en avant. Si vous mettez en avant une idée, un concept, typiquement pour des créations artistiques, des choses comme ça, on pourra utiliser des verbes qui sont engageants, des choses comme ça dans les titres. Si on vend quelque chose de concret, parfois c'est beaucoup plus simple d'éviter de faire des phrases et d'avoir un style vraiment télégraphique et d'aller droit au but. Et une fois que ces principes sont définis, les noter et s'y tenir entre les différentes pages. On rentre tout doucement sur le cahier des charges en disant ça. C'est ça. Et alors, du coup, juste pour compléter un petit peu ce que disait Alexandre, alors là, vous voyez bien, on a mis en avant l'exemple quand même de la homepage de Wix. Alors, Wix, c'est vrai que bon, maintenant, on connaît tous Wix, mais si on observe bien leur site et si on ne connaît pas en fait Wix, le nom ne nous parle pas, mais très vite, quand on arrive sur le site, on a tout de suite ce gros titre, créer un superbe site internet et tout de suite, on sait de quoi on parle en fait. L'information est très bien structurée. Limite, la phrase qui est située du coup, sous le titre « Créer un superbe site internet », il n'est pas visible, elle n'est pas visible, mais c'est pas grave. On sait de quoi on parle, on sait ce qu'on va pouvoir faire sur ce site. Le site cherche un premier engagement. C'est-à-dire qu'on est sur un site qui cherche à engager les personnes pour raconter une histoire. On n'essaie pas d'emmener les gens sur une navigation, proposer plein de navigations possibles, ce qui peut être pertinent pour un autre type de site. Mais là, on cherche à les emmener dans une navigation pour que les gens fassent démarrer, pour qu'il y ait un tuto qui démarre et qui indique aux visiteurs comment ils pourront créer un site sympa dans le cadre de ce que propose Wix. Alors ensuite, on va aussi voir la hiérarchie visuelle de son contenu. Alors c'est vrai, comme disait Alexandre, les gens ne lisent plus. Clairement, si vous avez un site avec énormément de contenu, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est très bien pour les moteurs de recherche, mais finalement, c'est pas du tout ce que vont voir vos visiteurs. Donc, essayez d'organiser votre contenu par des éléments visuels. Donc, pour reprendre ce que disait Alexandre, clairement, si vous voulez inciter vos visiteurs à passer à l'action, mettez du coup plutôt en avant des verbes d'action, des verbes qui vont générer du coup du clic en couleur, bien en avant, encerclés dans des boutons. Là, vous accompagnez du coup votre visiteur et là, du coup, l'information est structurée, elle est claire, elle est limpide
et forcément, du coup, la navigation est beaucoup plus fluide et intuitive pour vos visiteurs. Donc, je finis, je te laisserai la parole. Donc, là, clairement, on a l'exemple de Spotify où, dès la page d'accueil, j'arrive, j'ai 2 gros boutons mis en avant avec « Je peux télécharger Spotify en mode free » ou alors « Je peux aller m'abonner », clairement. Avec la phrase tout de suite qui est introduite de la musique pour tous. Donc, on sait qu'on est sur une plateforme de streaming musical. J'ai 2 choix, soit l'un, soit l'autre. C'est mis en avant, c'est direct, c'est concis, c'est totalement fluide. Du coup, je te laisse la main, Alexandre. Ouais, et là, on note que les verbes sont sur les boutons d'appel à l'action, CTA, Call to Action, mais qu'il n'y a pas de verbe dans le titre principal et que le titre principal, on est sur quelque chose qui n'est pas rédigé, mais qui va droit au but, la musique pour tous. Donc, inutile là de mettre, pour expliquer ça, de faire une phrase plus longue. Le verbe, il est dans les boutons, il est à l'endroit où on veut inviter les personnes à cliquer. Donc, en termes de préconisation, structurez les éléments de votre site en ajustant du coup la taille de ces éléments principaux, la taille, la position, leur couleur. Ça va être vraiment les éléments sur lesquels vous allez pouvoir capter le regard de vos visiteurs. Et alors, en 3e point, donc là, on l'a rapidement abordé, on parlait de la navigation. Donc, bien évidemment, une navigation qui soit claire et intuitive, ça va être la clé du coup pour capter l'attention de vos visiteurs, faire en sorte à ce qu'ils restent sur votre site, qu'ils sachent comment naviguer et surtout qu'ils ne soient pas perdus. Donc, on a encore, et ça existe encore, des sites internet qui sont structurés de façon complètement alambiquée, dans le sens où vous êtes visiteur, vous allez chercher les entrées de menu, vous allez chercher les éléments que vous souhaitez acheter sur le site marchand que vous êtes en train de visiter. Ça, c'est déjà une très, très mauvaise pratique. Le fait de pouvoir accompagner vos visiteurs, c'est déjà vous assurer que vous captez votre audience, que vous la gardez sur votre site et qu'elle reviendra surtout. Donc, pensez menu de navigation. Ça va être l'arme imparable de votre site internet. Donc, il faut que votre menu de navigation, du coup, soit intégré à votre site. Même si vous avez un site qui est très design, qui est très créatif. Si vous avez un site qui se situe, je ne sais pas, hein, en milieu de page, dans un menu burger qui se promène dans un endroit dans lequel on n'est pas du tout habitué à naviguer, là, vous perdez votre audience. Donc, clairement, en termes de préconisation, on suit les standards du web. Votre menu est en haut de votre site, de page de votre site, bien visible. Et surtout, n'ayez pas un menu qui soit trop profond, donc qui est trop de sous-pages du coup dans votre menu, parce que c'est le meilleur moyen du coup de perdre votre audience. Ou alors intégrer du coup un fil d'Ariane. Si vous savez que vous allez devoir emmener vos visiteurs dans des nombreuses pages, intégrez un fil d'Ariane pour qu'ils puissent revenir en page arrière, pour qu'ils puissent du coup naviguer facilement. Voilà, ça, c'est pour les sites un peu riches, quoi, le fil d'Ariane. C'est quoi un fil d'Ariane? Alors là, on l'a pas en capture. Oui. Mais c'est quand vous avez plusieurs niveaux, en général, au-delà de 2 niveaux de page, vous avez la home, vous avez les entrées de menu, le premier niveau, et quand vous avez des sous-menus, vous avez déjà 3 niveaux. Et au-dessus, en dessous du menu, dans ces pages-là, vous avez le récapitulatif du chemin par lequel vous êtes arrivé. Si dans vous voyez, on pourra regarder un principe aussi en termes de nombre d'entrées, menus, sous-menus, essayez de ne pas dépasser 5. Et dans l'idéal, c'est plutôt 3 ou 4. Au-delà de 5, le cerveau a tendance à être perdu. Il faut faire un effort cognitif beaucoup plus important pour se dire, OK, pour comprendre à quoi correspondent les entrées. Plus l'effort cognitif est important pour comprendre à quoi correspondent les entrées, plus la personne qui navigue, elle a tendance finalement à aller taper au hasard. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut, à moins que pour
pour des sites de jeux ou à vocation artistique, pourquoi pas, hein, mais évidemment, mais l'idée c'est pas de donner trop de place au hasard. Et si vous avez 6, 7 entrées, là c'est que probablement il y a des regroupements qui doivent être possibles. En même temps, si on enlève la page d'accueil et la page contact, ça fait plus que 3 onglets, si on en a que 5, qui sont avec du contenu. Voilà, Enfin, c'est ça. Alors, la page d'accueil, a priori, on est dessus, donc elle n'est pas dans le menu. Et la page contact, oui, si graphiquement elle est séparée du menu, on l'enlève. Et effectivement, à ce moment-là, il y en a plus que 3. C'est ça. Souvent, alors vous avez des sites, alors généralement qui intègrent un formulaire de contact directement dans la page d'accueil. Vous naviguez et puis vous avez un bloc contact qui figure du coup sur la page d'accueil de votre site. Donc ça, du coup, ça peut être aussi un excellent moyen de se débarrasser quelque part d'une page qui soit entièrement dédiée du coup au formulaire de contact. Alors, autre point aussi qu'on n'a pas abordé, le moteur de recherche. Donc, c'est vrai que on a tendance à l'oublier, mais si vous avez un site riche, et typiquement si vous avez un site marchand, un moteur de recherche, c'est quand même indispensable. Parce qu'un client, alors surtout si vos pages produits, elles ne sont pas correctement structurées, si elles ne rentrent pas dans des catégories données, pensez au moteur de recherche. Ça permet aussi à vos visiteurs de pouvoir trouver les articles sur lesquels ils ont flashé, qu'ils ont déjà repérés, beaucoup plus simplement. Alors, c'est pas forcément simple à configurer un moteur de recherche. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a quand même un système de tags. Il faut bien que le contenu soit bien indexé, etc. Mais en règle générale, si vous avez un site avec du contenu, c'est indispensable. C'est très important en tout cas pour 2 raisons. La première, c'est que les gens utilisent de plus en plus les moteurs de recherche avec le temps. Et il y a une utilisation beaucoup plus importante des moteurs de recherche chez les jeunes qui ont tendance à aller directement sur les moteurs de recherche et à pas explorer dans le site en passant par les menus. Pour des sites où les gens arrivent en sachant ce qu'ils veulent, hein. Il y a toujours des exceptions. Et le deuxième élément, c'est que si c'est une erreur qui est commune de se dire sur mon site, personne n'utilise le moteur de recherche et donc je vais le mettre en plus petit. Mais justement, c'est parce qu'il n'est pas bien mis en avant que les gens ne l'utilisent pas. Si déjà vous faites un moteur de recherche, il faut qu'il apparaisse vraiment de manière très visuelle, en gros avec la forme, c'est la loupe, hein, c'est le symbole maintenant universel du moteur de recherche, hein, et il faut que ça apparaisse vraiment en gros. Plus vous aurez vous réservez de la place à votre moteur de recherche avec un champ qui permette de bien voir ce qu'on tape, etc., plus les gens l'utiliseront, hein. Ça paraît bête, hein, mais voilà. Donc si le moteur de recherche n'est pas beaucoup utilisé, c'est un peu contre-intuitif, mais au lieu de le diminuer en se disant que c'est pas beaucoup utilisé, c'est au contraire, il faut le mettre plus en valeur. Voilà. Après, la configuration des moteurs de recherche, c'est un truc en soi, hein. Là, très franchement, si vous n'êtes pas développeur, il faut vraiment faire accompagner et au préalable bien définir quels sont les types de recherche, quels sont les types d'infos que vous voulez qui doivent ressortir principalement sur la requête. Après, si vous avez un site one page, hein, c'est pas la peine, hein, évidemment. Non, voilà, c'est ça. Ok, donc du coup là, très clairement, pour résumer donc, tout ce qu'on vient de se dire, donc soyez simple. Donc typiquement structurer l'information, simplement utiliser un jeu de couleurs et de police de caractères qui soit assez simple et très nombreux, éviter les couleurs qui n'ont rien à voir du coup avec votre identité visuelle, éviter d'avoir un jeu de police de caractères qui soit juste complètement démentiel, se retrouver avec 6 ou 7 polices de caractères, ça dessert votre site internet. Ayez une navigation qui soit claire et intuitive, donc typiquement ce qu'on vient de se dire avec un menu. Une variation de taille aussi. La taille de police aussi, ça compte.
avec 2, en général, on s'en sort très bien, voire 3. C'est ça. Autre point qu'on n'a pas vu, donc le netlinking. Donc ça va être le fait de structurer son contenu et de faire des appels vers d'autres pages. Donc si vous avez plusieurs pages, par exemple, prenons la page à propos. Donc vous allez décrire votre activité. Si vous faites des appels, si vous parlez de vos produits, un lien qui renvoie vers la page de vos produits. Comme ça favorise aussi votre référencement, c'est bon pour le référencement, ça favorise aussi la navigation et ça la simplifie pour vos visiteurs. Clairement, il faut penser à vos visiteurs. Donc, n'hésitez pas du coup à mettre en place du netlinking. C'est bon pour vous, c'est bon pour vos visiteurs, donc ne passez pas à côté. C'est interne et externe. Hein, aussi. On verra après du coup le principe de backlinking aussi. Si les principes ergonomiques, c'est assez simple, hein, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, ces principes-là, une fois qu'ils sont fixés, ça permet d'éviter que le site dérive dans le temps. Donc, ça évite d'avoir trop de maintenance à faire dans le temps parce qu'un site simple et bien fait, il tiendra plus longtemps, l'épreuve du temps. Et ça aidera ensuite, ça fera la transition. Hein. S'il est bien pensé, bien structuré aussi au niveau du SEO, ça sera beaucoup plus simple. C'est ça. Prenez ce temps. Voilà. C'est vrai que pour rebondir sur le mot temps qu'a beaucoup dit Alexandre, prenez ce temps en amont, ça vous servira plus tard, mais il faut le prendre. Voilà. La première métaphore, c'est quand vous faites un texte, n'écrivez pas d'un jet. Vous faites un plan avec des titres et des sous-titres. Il faut plutôt partir sur un exposé comme ça, un petit peu scolaire, plutôt que d'écrire au long cours un flux de conscience, parce que ça va pas donner grand-chose pour les utilisateurs et les moteurs, parce que pour vous, c'est clair dans votre tête, ça l'est pas pour les autres. Hein. C'est toujours cette démarche de se mettre à la place des autres, avec toute la diversité des recherches qui peuvent être faites sur votre site. Donc, le SEO, on l'a rapidement abordé. Là, du coup, on va se permettre de passer un petit peu plus de temps, mais un SEO de base, forcément, c'est les clés d'un référencement qui est réussi, du moins dès le départ pour le lancement de votre site Internet. Alors là, ça va être compliqué à lire. Oui, on a quelques généralités. Voilà. Alors, il y a quelques généralités et définitions, hein, mais donc sur les bases du SEO, juste petite question, est-ce que vous pensez avoir ces bases-là? Vous voulez qu'on reprenne à la base ou on va peut-être aller directement au principe directeur? Allez-y déjà dans les grandes lignes, on va voir si on les a ou si on ne les a pas. Ouais. Bon, dans les grandes lignes, le SEO, il y a trois piliers. Il y a le SEO technique, on va dire, qui est lié à la propreté du code, à la façon dont le site est développé, si les pages se chargent bien, etc. C'est pas cet aspect-là il y a aussi l'hébergement, les SSL, etc. Donc là, on l'aborde marginalement. C'est pas cet aspect-là qui va nous intéresser. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que c'est important et ne pas multiplier quand vous insérez, par exemple, du contenu sur un éditeur type WordPress. Quand vous mettez un caractère, une balise en utilisant des boutons dans le WYSIWYG type gras, titre, et que vous changez d'avis, il faut toujours d'abord désélectionner avant de resélectionner quelque chose. Sinon, en fait, à chaque changement, vous accumulez du code. Voilà, faut éviter aussi de faire des copier-coller depuis Word, ça c'est l'horreur. Hein, ça vous copie-colle plein de code. En apparence, vous avez l'impression que c'est propre. En fait, derrière, ça va coller plein de code qui va ralentir la page et qui peut ensuite, si c'est à force de changement, qui peut même provoquer des bugs qui après des problèmes d'affichage qui seront difficiles à repérer. Hein, voilà. Donc ça, c'est. On peut taper directement sur notre site. Je comprends pas. Alors, si vous avez un texte sur Word que vous voulez transférer, voilà, là on rentre dans le concret, mais c'est bien d'avoir un exemple. Hein, c'est bien. Si vous avez un texte sur Word, voilà. Si vous avez un texte sur Word que vous voulez directement mettre sur WordPress, il faut le copier-coller. Soit il y a des fois sur l'éditeur WYSIWYG de votre back-office de WordPress, il y a un bouton collage spécial qui permet de faire un collage en enlevant le code. Mais il y a aussi un moyen très simple, c'est vous copier-coller sur un notepad, un carnet de notes, et ensuite vous reprenez ce texte et vous le remettez sur Word.
ou alors vous collez les éléments dans l'onglet texte. Vous avez 2 onglets d'édition dans WordPress, un onglet visuel, un onglet texte. Il ne faut jamais le coller dans visuel. Il faut le coller dans texte. Si vous le collez dans texte, il va prendre que le texte. Si vous le collez dans visuel, Word, et ça peut arriver sur d'autres logiciels aussi, hein, mais c'est vraiment une spéciale Word de polluer des sites comme ça. Si vous copiez-collez dans le visuel, vous allez, sans vous en apercevoir, vous allez polluer derrière avec plein de codes. Donc, même quand on ne connaît pas le code, ce n'est pas grave. C'est pas grave de ne pas savoir faire du code pour faire un site. Par contre, il faut savoir quand même avoir quelques notions de qu'est-ce qui se passe avec le code derrière. Voilà. Et comment éviter de le surcharger. C'est important pour le SEO. C'est important aussi pour s'éviter des galères de comportement qu'après vous ne comprendrez pas. Ça peut entraîner des problèmes sur le responsive parce que en laptop, ça va bien se passer. Et puis en mobile, ça va tout péter. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc, le premier Sur Wix, la problématique est la même? Pardon? Sur Wix, la problématique est la même? Alors, sur Wix, comment c'est fait déjà? Alors, Wix, c'est un éditeur visuel. Alors, moi, là-dessus, ma préconisation, ne sachant pas comment est-ce que Wix gère le code, moi, je vous dirais de ne pas le faire. Ah ouais, non, Parce faut que faire Wix gaffe. a déjà son bagage de code. N'allez pas le surcharger en copiant-collant directement votre texte depuis Word vers Wix. On ne sait pas comment ça peut l'interpréter. Donc, saisissez-le à la main. C'est vrai que c'est plus long, c'est plus chronophage, mais c'est un éditeur visuel. Ouais, Wix, ou en passant par le notepad. Par un notepad. Après, voilà, l'inconvénient, effectivement, c'est que vous perdez au passage les mises en page, le gras, le texte, etc. Et c'est ça qu'on appelle l'intégration. Hein, c'est que souvent, enfin, c'est un malentendu souvent entre clients et prestataires et agences, c'est que pour intégrer une page, pour transformer un dossier ou un fichier Word en une page web, c'est pas juste faire un copier-coller, c'est reprendre les éléments, les restructurer, etc. Et c'est là qu'on mettra aussi les balises qui indiquent au moteur les différents niveaux de titres. Donc, si votre contenu est déjà structuré, ce sera beaucoup plus facile de mettre ces balises. Le lien entre structure, ergonomie du site et SEO est là. Donc, il y a ce premier pilier, c'est du SEO technique, mais on voit qu'il y a des implications assez directes. Le deuxième pilier, c'est le sémantique. Et donc là, c'est tout ce qui est lié à la logique sémantique de votre page et à la façon dont les moteurs vont l'interpréter. C'est tout ce qui est lié aux mots, au côté rédactionnel. On va revenir dessus, ça, parce que c'est important. Et le troisième pilier, c'est le netlinking, donc le maillage interne des liens entre vos pages et le maillage externe avec les backlinks. Parce qu'un site, même s'il est très bien fait, si aucun autre site ne pointe vers votre site, ça va être un peu un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'il y ait quelques sites au moins qui sont bien positionnés à peu près sur les mêmes thèmes, sur les mêmes mots-clés que vous, qui doivent vous renvoyer des liens. Et même si ces liens, alors si ces liens ramènent du trafic, c'est encore mieux, mais même si ces liens ne ramènent pas beaucoup de trafic, ils vont jouer en votre faveur pour le SEO. Donc, ce troisième pilier, c'est la façon dont vous allez développer votre site. Et là, on touche finalement à la communication, c'est-à-dire quand vous lancez un site, il faut se poser la question de quel partenaire vous disposez avec lequel vous pouvez échanger éventuellement des liens qui vont renvoyer des liens et des visiteurs vers vous, sur quel site externe vous pouvez apparaître, etc. Et un des aspects du netlinking et des liens entrants, c'est le signal social que vont vous renvoyer, qui vont refléter votre activité sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Donc tout ça, c'est lié, hein. Et d'où l'idée d'avoir, si vous avez une idée, une page, ça veut dire que sur cette page-là va se référencer sur un certain nombre de types de mots-clés et vous utiliserez toujours ce groupe de mots-clés, ce groupe ce cocon sémantique de mots-clés sur une page, même quand vous indiquerez des textes qui présentent votre site sur un site externe, par exemple, ou quand vous remplirez une fiche produit qui parle de votre activité et qui renvoie sur votre site. Et c'est ça qui vous permettra d'acquérir des positions fortes sur cette requête-là. Et donc, on revient à l'aspect sémantique.
principalement, donc, ce qui va être pris en compte, alors là, on va aller très vite parce qu'il y a plein de règles, mais en gros, c'est la balise titre, la balise title de votre page. C'est ce qui apparaît sur l'onglet en général d'une page. Donc, ce n'est pas le titre de la page, hein, c'est la balise titre. Et cette balise titre-là, c'est vraiment votre… si on imagine chaque page comme un bateau, c'est le gouvernail. C'est-à-dire que sur la balise titre, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir orienter le texte de la page en indiquant au moteur de recherche, voilà, cette page, elle parle de ce sujet-là, mais moi, je veux principalement que ce soit sur… qu'il y ait un effort particulier mis, une emphase particulière sur ce groupe de mots-clés. Et donc, il faut que ça tienne en, je crois, c'est 120 caractères maximum. Et si c'est un plus court, c'est pas grave, ce sera plus concentré. Il faut que les mots qui sont dans la balise titre soient aussi présents sur la page, si possible au moins une fois dans le texte et au moins une fois dans un intertitre, un titre ou un intertitre. Après, il y a une logique toute simple, c'est que les mots qui sont… si vous visez une requête qui est assemblée de 2-3 mots, il faut que cette requête de 2-3 mots dans le même ordre soit présente plusieurs fois sur la page. Donc, ça faut tout l'aspect après d'éviter un aspect répétitif. On peut le contourner en utilisant aussi des synonymes. Hein. Voilà. Et évidemment, ce qui est sur plus un élément textuel et haut dans la page, plus il est important. Plus il est situé dans un titre de première importance, plus il est important. Et plus il est barré dans le texte, moins il est important. Voilà. Il y a également dans les champs qui n'apparaissent pas sur la page, donc il y a la balise titre qui est le gouvernail du bateau. Voilà. Il y a aussi la description, on va dire, qui est le drapeau du bateau, donc qui ne sert à rien pour avancer, clairement. C'est pas vous ne référencez pas de mots-clés dans la description. Par contre, la description, c'est le petit texte qui va apparaître sur les requêtes Google, qui va donner envie aux visiteurs de cliquer ou pas. C'est-à-dire qu'il faut que cette description donne envie d'en savoir plus et reprenne quand même les éléments de la page, mais il peut être formulé différemment et qu'il ne soit pas en décalage, qu'il résume un petit peu ce qu'on va trouver sur la page. Voilà. Ça, c'est vraiment les bases sur le SEO. Et ensuite, bon, l'idée, c'est de noter ce qu'on conseille de faire, c'est quand vous définissez une requête, faut la faire sur Google en étant déconnecté, en navigation privée. Vous tapez la requête sur Google, vous regardez un petit peu où sont… si vous voyez sur cette requête-là vos concurrents ou des groupes et des sites qui sont sur le même thème, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous ne tapez pas à côté par rapport à la façon dont les sites se référencent. Et si vous voyez qu'en face de vous, vous avez des sites énormes, des mastodontes ou Wikipédia ou des choses comme ça, c'est peut-être que vous êtes trop ambitieux sur votre requête, qu'elle est trop générale et qu'il faut aller vers une requête trop spécialisée. Donc, avant de définir une requête liée à votre page, essayez de voir si, en faisant cette recherche, tout simplement en regardant ce qui est déjà, de voir si cette requête vous semble atteignable raisonnablement par rapport à la taille de votre site ou pas, et s'il vous semble qu'il y a un potentiel. Après, il y a des instruments aussi pour ça et des outils pour ça. Hein. Et on va y venir. Je te laisse enchaîner là-dessus sur Analytics et Search Console. Oui, alors moi, je ne comptais pas parler de la Search Console tout de suite, mais alors du coup, c'est vrai qu'en termes d'outils, ne serait-ce que pour mesurer quand même le trafic de votre site internet et puis savoir aussi ce que tapent aussi vos visiteurs pour pouvoir vous trouver. Donc, vous avez forcément Google Analytics. Donc, Google Analytics va vous permettre du coup de suivre et de voir le trafic de votre site, donc savoir d'où viennent les gens, quel comportement ils ont sur le site, quel est le taux moyen de visite sur votre site sur 7 ou 30 jours. Vous pouvez aussi définir la plage la plage de durée sur laquelle vous voulez voir le trafic de votre site. Donc ça, du coup, ça va être un indicateur
qui va être très important afin de mesurer du coup l'efficacité, l'efficience finalement de votre site, savoir s'il est visité ou pas. Donc ça, vous pourrez le suivre en vous créant du coup un tableau de bord Google Analytics et en insérant du coup le fameux code GA, donc le code Google Analytics qui est la propriété de votre domaine, qui est votre propriété, qui sera inséré sur l'entête de votre site. Si vous utilisez WordPress, c'est très très simplement indiqué. Généralement, dans votre thème, dans les options de votre thème, vous avez un champ qui est dédié, qui vous permet d'insérer du coup ce code. Si vous ne voyez pas ce champ, vous avez l'éditeur du thème. Et là, vous accédez aussi très simplement aux feuilles de votre site. Donc, ça, c'est assez simple à intégrer. Vous avez aussi Google My Business. Donc, ça aussi, c'est un outil gratuit qui va vous permettre aussi d'avoir des éléments, typiquement de savoir si on vous a cherché, par quels mots-clés, qu'est-ce qu'ont tapé les gens aussi pour pouvoir vous trouver. C'est My Business. Et sur Search Console, pardon ? Google My Business, ce n'est pas la page qui apparaît sur Google quand justement on tape son nom. C'est votre encart. Page commerciale qu'on a c'est ça, l'encart Google My. C'est ça. Et vous avez la Search Console, la Google Search Console. Donc là aussi, c'est un outil gratuit qui va vous permettre aussi d'avoir des éléments de visite, de trafic sur votre site. Mais aussi cette console va vous donner des éléments un peu plus techniques pour savoir du coup si vos pages mobiles fonctionnent bien, si vous n'avez pas de problème technique sur votre site. Donc, vraiment avoir ces 3 outils-là qui sont gratuits, encore une fois, donc profitez-en. Ça va vraiment être votre boîte à outils pour suivre un peu la vie de votre site Internet. Vas-y, ajoute, tu voulais ajouter un mot ? Google My Business, c'est vraiment très important si vous avez un commerce physique. C'est capital si vous avez un commerce physique. C'est un peu les pages jaunes 2.0. Voilà, il y a essentiellement deux éléments qui sont différents mais qui sont gérés par les mêmes pages dans Google My Business. C'est la façon dont un endroit apparaît dans Google Maps. Donc, pour se rendre dans un endroit et le repérer, d'où l'importance quand on a un endroit physique. Et c'est cet encart qui apparaît à droite. Selon les circonstances et un certain nombre de critères que seul Google connaît, mais en gros, il va vous montrer cet encart que si vous êtes à proximité géographique de l'endroit que vous cherchez. Si je cherche une entreprise qui est installée en Espagne alors que je suis à Paris, il ne va pas me montrer l'encart Google My Business de cet endroit-là, même si cet encart est très bien maintenu, très bien noté, etc. Ok. Oh, pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. Et pardon. tout ça va ensemble. Pardon, Google Analytics, Google Search Console notamment. Et il faut vraiment l'installer tout de suite parce qu'il y a aussi le temps de pouvoir tirer des conclusions de toutes ces données. Il faut un petit peu de temps que ça s'incrémente. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande de faire le plus vite possible. Si vous prévoyez d'utiliser ou de vous pencher dessus le mois prochain, il faut installer l'outil tout de suite, l'oublier un petit peu, attendre que les données rentrent et pour avoir assez de grains à moudre le mois qui suit. Alors maintenant, on va passer à un autre point aussi qui est tout aussi indispensable pour que votre site assez rapide soit... parce que Claire vient d'arriver. Ok, donc très rapidement, donc l'optimisation des médias. Allez. Voilà. Claire, excuse-nous, on déborde un peu. Très vite, on peut le faire. On peut le faire très très rapidement. Alors forcément, donc qui dit site performant dit site qui s'affiche rapidement, qui a des médias, donc tout ce qui va être images, vidéos, gifs, tout ce que vous voulez, qui s'affiche aussi de façon efficace, qui ne pèse pas et qui ne fasse pas d'appels serveurs incessants. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc pensez à avoir des images qui soient aux bonnes tailles pour votre site. Avoir des images, de grandes images, c'est très bien, mais avoir de très très grandes images, ça ne sert à rien.
Si vous avez des visuels qui sont très grands pour votre site, si vous constatez que votre site internet est lent à s'afficher, que vos médias mettent énormément de temps à s'afficher, vous avez au moins 3 actions à faire qui vont être déjà de réduire, donc compresser vos images. Souvent, une image qui est très très grande, c'est une image qui pèse lourd, c'est une image qui va demander beaucoup d'appels serveurs, donc il faut la compresser. Côté WordPress, vous avez des super plugins qui font le travail en un clic. J'ai notamment Smush en tête qui fonctionne très bien pour ça. Côté serveur, même si vous n'êtes pas développeuse, vous pouvez installer aussi très simplement un CDN. Donc un CDN, ça va être un petit outil qui s'installe sur le serveur et qui va vous permettre d'optimiser vos médias, donc de faire en sorte à ce que donc complètement les compresser directement à la racine de votre site, donc côté serveur, de les afficher plus rapidement, de réduire le nombre des appels et enfin installer aussi un lazy load. Ça se fait aussi côté WordPress et ça peut se faire aussi côté serveur. C'est un petit plugin qui va vous permettre d'afficher les médias quand on est sur une page Steve. Par exemple, je suis sur ma page d'accueil, le lazy load va me permettre d'afficher que les images de ma page d'accueil. Il ne va pas charger toutes mes images en même temps. Donc, on réduit le nombre d'appels, les images sont optimisées, je n'affiche que ce que je regarde. C'est simple, c'est efficace, ça réduit du coup considérablement le poids de vos médias. Et ça améliore la vitesse de chargement. Et pour le référencement, c'est aussi tout bon. Donc là-dessus aussi, c'est 3 actions qui vont vous prendre une petite vingtaine de minutes. Mais 20 minutes, c'est rien quand on regarde le temps que vous allez gagner sur l'affichage de votre site. Vous avez des noms de plugs qui fonctionnent comme ça, qu'on pourrait télécharger pour télécharger plus rapidement? Oui, alors pour le CDN, vous avez Cloudflare. Donc celui-là fonctionne du coup sur quasiment toutes les technologies de site internet. Sur la compression des médias, donc comme je disais tout à l'heure, il y a Smush pour WordPress. Le lazy load, vous avez, oui, Smush aussi le fait aussi. Hein. Après, si vous avez d'autres technologies de site que WordPress là-dessus, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Je vous envoie aussi la petite liste ou du coup, je te l'enverrai, Céline, si tu veux la faire suivre. Sachant que si vous avez un problème de chargement, d'affichage lent des éléments de la page, pas la page entière, de certains éléments, dans 90% des cas, c'est parce qu'il y a une image qui a été chargée, qui est super lourde, alors qu'elle est toute petite. Et celle-là, il faut l'optimiser parce qu'une image toute petite, il n'y a pas de raison que son poids se compte en mégabits. Il faut que ça se compte en quelques kilobits. Voilà, c'est ça. Et la plupart du temps, c'est ça. Hein. C'est à ça qu'il faut faire la chasse en premier. Je pensais que la banque média des sites internet allégeait, si on mettait une photo prise avec un téléphone qui fait 1 ou 2 mégas classique, que le site internet allait alléger la photo, la mettre à la bonne taille, allait faire le boulot. Non. Et même s'il le fait, ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est ça. Bon, tu as bien fait de venir, Sophie. Hein. Donc, il faudrait bien mettre dans sa médiathèque des images qui soient déjà allégées. Ouais. Tout à fait. Pour être très rapide, c'est ça. Voilà. Si vous avez une petite fenêtre de 300 de large par 250, quand je dis des chiffres, c'est en pixels. Hein, oui, pardon. 300 par 250, l'idéal, c'est de télécharger une photo qui est déjà en 300 par 250. Ah ouais. Il faut avoir l'outil pour le faire. Voilà, il faut avoir l'outil pour le faire, idéalement. Hein, voilà, voilà. L'idéal, c'est Photoshop, c'est ce dont on se sert tous les jours, mais c'est vrai que c'est un outil pro qui est payant, mais on doit pouvoir trouver il y a des sites en ligne type compressor.io, des sites de compresseurs. Vous tapez compresseur d'images sur Google. Voilà. Souvent, pour les outils aussi, l'essentiel, c'est d'avoir le bon mot. Si vous savez que ce dont vous avez besoin, c'est un compresseur d'images, après, vous tapez compresseur d'images dans Google et vous trouverez. On va avancer rapidement. Il est déjà 28. Oui. Alors, très rapidement. Ouais. Le certificat SSL, donc on l'a déjà vu. Donc, bien évidemment, c'est ce qui va vous permettre de passer votre site au protocole HTTPS. Attention là-dessus, pensez-y, c'est un indispensable. Quel que soit le type de site que vous avez, donc vitrine institutionnelle, associatif ou e-commerce, il vaut mieux avoir un site qui répond au protocole HTTPS. Sur le certificat SSL, n'ayez pas d'idées reçues.
Vous en avez des gratuits qui fonctionnent très très bien, qui sont des certificats, qui est un certificat SSL de base, je n'ai plus le nom en tête, mais ça je le retrouve aussi très simplement, et qui fait aussi très bien le job quand vous avez un site simple à lancer assez rapidement. Mais pensez-y, c'est un indispensable. Vous l'activez depuis votre interface d'administration de votre hébergeur. Ça se fait en un clic. Et ça s'active aussi en un clic sur n'importe quel site. Alors, sur un site WordPress, c'est un petit plugin qui s'appelle Really Simple SSL. Et celui-là, en un clic, il s'active. Sur un site que vous avez codé, c'est un petit bout de code, hein. Généralement, vous avez le petit bout de script à insérer. Vous faites un copier-coller de ce script et ça active l'HTTPS. Donc là-dessus, vraiment, ne retardez pas ce point-là. Faites-le quand vous sortez votre site. Comme on l'a dit tout à l'heure, encore une fois, Google va répertorier et du coup va commencer à blacklister d'ici cet été les sites qui ne répondent pas à ce protocole. Donc faites-le. Surtout que maintenant, si votre site ne répond pas au protocole HTTPS, donc ne dispose pas d'un certificat SSL, généralement, alors sur Google, je l'ai constaté, quand on clique sur un lien qui répond au protocole HTTP, vous atterrissez sur une page vous indiquant que ce site n'est pas sécurisé. Donc, ça fait peur, vous perdez votre audience, vos visiteurs, du coup, ne sont pas rassurés et fuient votre site, en fait, tout simplement. C'est pas que Google, c'est aussi les navigateurs Ouais. qui peuvent selon les réglages de sécurité que font les gens, ça va pas s'afficher. Ça va s'afficher que chez les gens qui n'ont pas des réglages de sécurité très stricts. Voilà. Mais si vous démarchez des entreprises, par exemple des grandes entreprises ou des entreprises informatiques, eux, il y a des chances qu'ils aient des réglages de sécurité très étroits et là, vraiment, c'est rédhibitoire. Voilà, pour votre image, c'est un impératif. Question-réponse. Bon, bah là, on n'aura pas le temps du coup, mais bon, si vous en avez, du coup, Céline ou par écrit. Donc, en fin de doc de présentation, donc vous avez nos adresses mail. Si vous souhaitez que l'on regarde votre site ou que l'on se fasse un petit audit aussi, c'est possible. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Et j'espère qu'on n'a pas trop… Alors, on a mangé 2 minutes du temps de Claire, désolée. Non, un quart d'heure. Oh mince, oh putain, d'accord, un quart d'heure, désolée. C'est pour ça que je vous speedais. D'accord. C'est bon, pas de souci. Merci beaucoup, Merci à vous. Alexandre. Merci pour tous ces conseils bien pertinents comme d'habitude. Merci beaucoup.